consommation. Et intervention aussi. Quand ce joueur a le ballon. C'est chez toi que t'as des grenouilles? Ouais, chez moi aussi, je les ai. Ah, Fred. Ah oui, je vais aller voir un crapaud derrière qui a sauté aussi. Bonsoir, merci de nous faire confiance. Plusieurs invités dans ce numéro de C'est le foot, deux thématiques qui seront développées dans cette émission, la naturopathie et la kinésithérapie, et bien chez les sportifs dans cette période de confinement. Bonsoir Claire Boulon. Bonsoir et merci de m'avoir invité à partager ce moment avec vous qui s'annonce assez joyeux. Merci, donc vous êtes évidemment naturopathe, merci de nous faire l'honneur de par votre présence justement dans ce numéro de C'est le foot. De même pour vous, Frédéric Bourdillon, vous êtes kinésithérapeute, bonsoir. Bonsoir. Et merci aussi de nous faire l'honneur d'être présent dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il faut garder la confiance, et oui, et surtout la forme en vue de la reprise des compétitions qui se préparent. En tout cas, eux, ils se préparent individuellement pour respecter les restrictions préfectorales. Je pense bien sûr à Dimitri Bolivar, à Frédéric Ronan, à Ronan Anterville et Frédéric Téjour. Eh bien, on sera ravis de savoir comment vous procédez, messieurs. Comment vous procédez donc justement dans cette période de confinement. Bonsoir. 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 Voilà, et puis bonsoir Steve. Bonsoir Richard, bonsoir à tous les invités. Voilà, donc on aura de quoi discuter, je pense, ce soir. On a des spécialistes du corps, donc, et puis on aura des techniciens, des zones de terrain encore. Donc nous, c'est loin derrière nous, mais bon, on va pouvoir échanger. Parfait. Alors, manque évidemment à l'appel, hein, bien sûr, notre ami, à savoir Thierry Antonet, et que j'espère, bien sera des nôtres d'ici quelques instants. C'est bien connu. Donc, la santé n'est pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie, mais un état, je dirais, de bien-être physique, c'est sûr, mental et social. Mais très souvent, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin de la santé, l'énergie et la vitalité. Claire Boulon, dans cette période assez particulière, liée au confinement, bien sûr, qui génère le stress, vous intervenez chez le sportif en qualité de naturopathe. J'ai envie de savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Oui, justement, pourquoi vous intervenez justement chez le sportif en qualité de naturopathe? Eh bien, en fait, ça fait partie de nos attributions en tant que naturopathe de nous occuper de la partie alimentaire, en fait, qui est un des piliers de la santé. Oui. Donc, moi, je vais intervenir justement sur cette partie-là pour discuter de ce qui est favorable ou défavorable aux sportifs, mais je dirais dans l'absolu, pas seulement aux sportifs finalement, puisque ça nous concerne tous, en fait. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est vrai, il faut manger beaucoup de protéines, c'est le cas de le dire. Et alors, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est une question. En fait, déjà, ce qu'on peut commencer à dire, c'est que le corps du sportif, même si il est capable de certaines performances physiques et mentales, il possède les mêmes organes, les mêmes systèmes, et notamment le système digestif que tout un chacun. Donc, il est soumis en fait aux mêmes règles de fonctionnement. Oui. Alors, selon la diététique officielle, en fait, on estime qu'un apport protéique doit correspondre entre 9 et 10% de l'apport calorique quotidien, des AJR, en fait. Donc, ça veut dire si j'ai, par exemple, pour un homme entre 30 et 60 ans, avec une activité légère, on pourrait considérer un apport, par exemple, de 2400 calories jour. Eh bien, ça va nous faire 2400 par 9%.
dis 9 à 10%, donc je vais prendre la valeur la plus faible, on va avoir à peu près 216 calories jour, ce qui va correspondre à 54 grammes de protéines. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est estimé. Et en fait, ce qui est assez intéressant, j'ai un document à vous montrer, alors je vais tout de suite le mettre à l'écran. Voilà, donc ça c'est un document Voilà, vous le voyez le document là? Non, pas encore. Ah ben voilà, parfait, c'est parfait. D'accord, donc là c'est un rapport en fait de l'Organisation mondiale de la santé, de la FAO qui est en fait un organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, et de l'ONU qui est l'Université des Nations Unies. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Donc vous avez deux tableaux pour l'homme et pour la femme. Oui. Et on a donc une colonne avec les âges. Donc je vais prendre par exemple la tranche de 15, 18, 29 et 30, 59. Et là, vous avez en fait le poids qui pourrait correspondre. Alors après, il faut ajuster selon chaque individu, mais on part de ces données-là. Eh bien, on se rend compte en fait que pour une activité légère de ces individus, par exemple, si je prends la tranche des 18-29 ans, je vais avoir un besoin calorique de 2710 calories jour, ce qui va correspondre à un taux protéique de 6,8%. C'est un tout petit peu technique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si j'augmente mon activité, je vais augmenter mon apport calorique. Donc là, pour cet exemple de 18-29 ans, je vais passer de 2710 calories jour à 3062 calories jour. Et je ne vais pas, en fait, augmenter mon apport protéique. Je vais même le diminuer, puisque j'étais à 6,8%, et je vais me retrouver à 6%. Et si je passe à une activité intense, où je vais avoir besoin de 3848 kilocalories jour, je vais me retrouver avec un apport en taux de protéines de 4,8%. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, puisque ça nous démontre en fait que le besoin en protéines reste le même, mais ce qu'il me faut, c'est augmenter en fait mon apport calorique, puisque en fait la protéine n'est pas à proprement parler énergétique. Oui, parfait. Alors, la question, justement, parce que là, c'est très intéressant ce tableau. Lorsque le sportif vient vous voir, il vient chez vous, est-ce que vous lui donnez ces explications? Alors, ça dépend en fait de la personne que je vais avoir en face de moi, parce que ces données-là ne vont pas forcément être... c'est pas qu'elles vont pas être intéressantes, mais ça va pas forcément passer tout de suite comme ça dans la conversation. Donc déjà, on va parler... en général, quand les personnes viennent en cabinet, c'est plutôt parce qu'ils ont un souci de santé. C'est rarement pour être guidés sur leur mode alimentaire, en fait. C'est assez rare. C'est souvent quand il y a un souci de santé qui n'a pas été résolu, et des personnes qui tournent en rond en fait avec ce système de mauvaise santé, et ils cherchent une issue en fait. Voilà. Donc on va pas forcément aborder ça tout de suite, mais enfin je veux dire dès le premier rendez-vous. D'accord. Voilà. Bon alors, je vais arrêter le partage d'écran. Oui, vous pouvez. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire des copies d'écran. Hein. Vous pouvez le retrouver ce rapport-là. Non, c'est parfait. Alors, justement. Par contre, je ne sais pas comment sortir du truc. Attends. Oui. Ah oui, arrêtez. D'accord. Arrêtez le partage. OK. Enfin, donc, alors, en fait. Oui, alors, lorsqu'un client vient chez vous, un client sportif, parce que vous savez, nous sommes dans une émission sportive, lorsqu'un client sportif vient chez vous, quelle est la première question qu'il vous pose? On parle souvent des protéines, en fait, oui. Au tout début. Alors, justement, pour en revenir donc à cet apport en protéines, eh bien, on se rend compte, en fait, que les quantités sont souvent surestimées. Bon, ça, ce sont des mythes, en fait, hein, qui sont là, qui sont durs à partir, en fait, on va dire. Hein. On est persuadé qu'il nous faut emmagasiner beaucoup de protéines avant l'effort, après l'effort, et c'est pas forcément une bonne idée, justement. Alors, pourquoi? En fait, parce que la surconsommation de protéines, elle va m'apporter des soucis de santé, en fait. Donc déjà, on sait que l'hyperprotéinisation
protéinisation, en fait, elle réduit la longévité. Elle réduit la durée de vie, ça on le sait. On sait aussi que ça nous génère en fait une excroissance cellulaire. Donc ça, c'est très important et dommageable parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand dans mon corps j'ai une excroissance cellulaire? Eh bien, en fait, ça peut m'amener directement à des tumeurs, tout simplement. Et d'ailleurs, dans un contexte de cancer, on va surveiller vraiment l'apport protéique de la personne, quoi, qu'il n'y ait pas de surconsommation. Qu'est-ce que ça va encore générer, l'excès de protéines? Ça va générer une fatigue des organes excréteurs. Alors les organes excréteurs, donc c'est eux qui sont chargés d'excréter les déchets. Je ne parle pas de l'élimination, hein, je parle vraiment de l'excrétion cellulaire. Et bien là, on a donc le foie qui va vraiment fatiguer, les reins, et on sait que dans tout ce qui est maladie d'insuffisance rénale, il y a toujours un excès de protéines. Et les reins, c'est drôlement important parce que c'est eux qui filtrent mon sang. Donc j'ai intérêt à y faire attention. Il est important d'ailleurs de manger convenablement. Le matin, par exemple, qu'est-ce que l'on peut conseiller aux gens, aux sportifs de manger? Ça dépend. Alors, si par exemple, j'ai un entraînement qui est... Surtout avant l'entraînement. Ça dépend de l'entraînement. Si j'ai un entraînement qui est peu soutenu, eh bien, je peux, et si j'ai mangé correctement la veille, je peux tout à fait aller à mon entraînement à jeun. Alors, ça peut peut-être faire bondir certaines personnes, mais pourtant, c'est quelque chose qui est relativement pratiqué par certains sportifs. On parle alors de jeûne intermittent. Et pourquoi certains sportifs pratiquent ce jeûne intermittent? Pour prendre de la masse musculaire, puisqu'on sait qu'avec l'hormone cortisol, il se passe, avec la testostérone, il se passe un métabolisme qui permet de faire de la masse musculaire. Maintenant, si j'ai un entraînement plus soutenu, eh bien là, je vais prendre de l'énergie, donc plutôt des glucides qui vont m'apporter une énergie suffisante. Alors, quel type de glucides? Eh bien, je peux me faire un bon bol de fruits, par exemple. Ça fonctionnerait très bien. Pour certaines personnes, bien que l'association alimentaire ne soit pas idéale, mais pour certaines personnes, ça fonctionne, on peut ajouter quelques amandes dans ce bol de fruits. D'accord. Ça, c'est très bien. Et puis, évidemment, il y a des aliments aussi qu'il faut éviter de prendre. Alors oui, il y a des aliments qu'il faut éviter. Ça va être plutôt des aliments qui vont m'acidifier, en fait, parce que déjà, en tant que sportif, j'ai pas mal de stress oxydatif. Je génère de l'acide lactique. Par mon stress aussi, je génère de l'acidité. Et donc, je vais éviter les excès protéiques, ça c'est sûr. Alors, si on parle des protéines, on va parler de la viande rouge. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faudrait plutôt éviter parce que ça génère dans notre organisme des déchets, des purines, des déchets qui sont vraiment, vraiment néfastes pour nous. Alors après, si on mange des produits animaux, on peut plutôt puiser dans plutôt du poulet ou des poissons gras. Alors chez nous, on a les rougets, la carangue. Éviter les gros poissons comme le thon rouge, par exemple, parce que justement, comme ce sont des gros poissons, ils arrivent en bout de chaîne alimentaire et ils sont plutôt chargés en métaux lourds. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir éviter aussi? Dans les aliments acidifiants, les céréales. Voilà. Alors, éviter en quantité trop importante. On peut consommer des céréales, mais en quantité modérée. Pourquoi? Parce que les céréales, ce n'est pas un aliment spécifique de l'homme. C'est un aliment spécifique des oiseaux et des rongeurs. Donc, ça génère chez nous des digestions extrêmement lourdes et de l'acidité aussi. Alors, l'acidité, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'équilibre acido-basique, ou est-ce que j'explique un petit peu de quoi il retourne? Oui, alors l'explication, ça serait bien quand même. Alors, en fait, notre corps, enfin, notre santé repose sur un équilibre assez fragile finalement, puisque
c'est instable, hein. Je peux être en santé et en baisse de santé assez facilement pour tout un tas de raisons. Donc, en fait, mes organes, mes cellules vivent dans un milieu. Ce milieu, il répond à certaines règles et il ne peut pas fluctuer énormément. Alors, c'est quoi ce milieu? C'est un peu comme la terre pour une plante, par exemple. Une plante, elle va pouvoir prospérer dans un certain terrain qui va contenir certains minéraux. Si je change cette plante de terrain, par exemple, admettons que j'ai une plante dans un terrain où il y a beaucoup de manganèse, par exemple, je dis au hasard, un minéral au hasard, et je prends cette plante, je la dépote, et puis je la rempote dans une terre qui n'a pas du tout de manganèse, et il se trouve que le manganèse est un élément vital pour cette plante. Eh bien, la plante va dépérir. Même chose pour mon milieu à moi, c'est-à-dire ce milieu, c'est quoi? C'est le sang et la lymphe, c'est le milieu dans lequel baignent mes cellules. Et ce milieu, il repose sur un équilibre acido-basique. Et mon sang ne peut pas fluctuer beaucoup en fait dans cet équilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il varie entre 7,35 et 7,45 sur une échelle de pH. Le pH, j'explique un petit peu. Donc le pH, c'est en fait une unité de mesure qui permet de mesurer justement l'acidité ou l'alcalinité d'un milieu. Voilà. Et moi, je suis dans ce pH-là, entre 7,35 et 7,45 au niveau de mon sang. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'ingère des aliments acides en trop grande quantité? Eh bien, mon corps ne va plus arriver à gérer ces déchets-là. Ça va être compliqué pour lui. Donc, il va commencer à les stocker et je vais m'acidifier. Ce qui est dangereux pour moi, puisque mon sang ne peut pas varier énormément. Donc, mon organisme, par des métabolismes, en fait, va aller puiser dans ce qui est alcalin, basique en moi, pour pouvoir tamponner cette acidité, la neutraliser et l'éliminer. Donc, si je n'ai pas une bonne réserve minérale, eh bien, je vais être spoliée au niveau de mes propres minéraux. Et en majorité, le minéral que je possède en plus grande quantité, c'est le calcium. Donc, ça va... mon organisme va puiser en fait dans mon squelette, va puiser dans mes dents, dans mes cheveux, dans mes ongles, pour pouvoir tamponner cette acidité. Très intéressant. Alors Steve, peut-être une question. Non, c'était juste une constatation par rapport à ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai que souvent, quand on partait en préparation ou quelque chose, on avait des 3 séances par jour. Et je me rappelle que le matin, on partait aller courir ou quelque chose à jeun. Et c'est vrai qu'on rentrait après pour manger et on avait une seconde séance sûrement vers 10h ou 10h30 un peu plus tard. Et après, on avait une séance l'après-midi. Donc, c'est vrai que par rapport à l'alimentation, même pour aller puiser un petit peu plus profondément, c'est vrai que c'était bien de partir à jeun. Après, on le conseille, je pense, c'est suivant l'heure et l'heure des entraînements. Après, il y a des personnes et puis l'intensité aussi de l'entraînement. Voilà, l'heure et l'intensité, ouais, exactement. Donc, quelqu'un qui va s'entraîner régulièrement tous les matins comme un professionnel ou quelque chose, il a besoin de manger. Parce que sur la séance, ça va quand même aller peser, il va falloir des ressources pour aller chercher. Après, l'alimentation, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je pense qu'après, il y a Fred Boudillon qui naît, donc il sait très bien que par rapport à ça, lui, il a des conseils aussi à donner aux sportifs le plus souvent, et c'est souvent lié pour pouvoir aussi travailler et faire une rééducation. Parfait, Steve. Alors, justement, avant de revenir avec vous, Claire, je vais donc me tourner vers Frédéric Boudillon. Vous êtes kiné, c'est vrai, effectivement, vous êtes kinésithérapeute. Par votre compétence dans le domaine gestuel, respiratoire et fonctionnel. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien, puisque il faut savoir, là, je pense aux soins à domicile, entre autres. Par exemple, des patients souffrant d'ailleurs de pathologies chroniques ou fragiles. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Puisque vous êtes quand même kinésithérapeute, mais vous travaillez également avec les sportifs. Oui, tout à fait. Alors, de mon côté, c'est vrai que je ne pratique plus de soins à domicile. J'ai des collègues dans mon cabinet qui le font.
mais personnellement, j'ai arrêté depuis quelques années. C'est très important d'avoir ce lien en fait avec la population, les personnes âgées qui sont chez elles, qui peuvent être en difficulté particulière avec les temps qui courent, le confinement. Je pense qu'on peut considérer qu'un kiné qui vient à domicile, c'est aussi une visite, c'est aussi une personne qui va venir savoir un petit peu comment la personne va au quotidien. C'est la possibilité de faire un lien en fait, voilà, humain. Donc, c'est ce qui est aussi très intéressant en fait, dans cette démarche. Et une question. Oui. Alors, allez-y, je vous laisse terminer. Non, le fait est que pendant de nombreuses années, on était en déficit au niveau des kinés. On avait beaucoup de mal en fait à répondre à la demande de visite à domicile. On a la chance d'avoir plus de collègues aujourd'hui qui font ces déplacements. Et par rapport à ça, je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce lien. Oui. Alors, il y a une deuxième question, hein, justement, parce que nous sommes dans une période de crise, une période de confinement. Moi, j'ai envie de savoir, justement, cet effet de confinement, ben, qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquence chez le sportif dans l'état actuel des choses? Alors, je dirais étonnamment, ce qu'on a vu plus tôt arriver, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de patients qui viennent, donc de gens qui sont devenus actifs pendant le confinement. Ils sont mis à faire du sport de manière un peu démesurée, dirons-nous, sans avoir trop de conseils directs, parce que ça peut être du sport fait devant une caméra, devant une vidéo YouTube, on essaye de reproduire ce qu'on voit à la télé. Et justement, sans les conseils potentiels, justement, d'un naturopathe, de personnel paramédicaux ou médicaux. Et aujourd'hui, on traite beaucoup de personnes qui ont des problèmes dus à cette suractivité qui n'était pas habituelle. Parce que l'idée, avant tout, c'est d'éviter de prendre du poids. On est bien d'accord? Alors, prendre du poids, oui. Puis c'est au niveau cardio-respiratoire, il y a un paquet de choses qui sont entremêlées. Le sport, c'est aussi à la base, pour moi, pratiquer un peu de sport étant plus jeune, c'est aussi l'interaction sociale. Donc, l'interaction sociale qu'on a perdue depuis quelques temps, on a vu la nécessité de pouvoir partir faire un petit footing, de nouveau promener son chien ou de sortir faire un petit footing pour justement croiser des gens. Parce que le fait de rester chez soi seul, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc le sport, pour moi, c'est un peu tout ça. C'est l'entretien physique, bien entendu, mais aussi l'entretien social et mental et moral. Oui, alors mental et moral, parce que là, je reviens justement à la première question que je vous ai posée tout à l'heure, à savoir les conséquences fâcheuses que ça peut avoir sur l'être humain, plus précisément le sportif, le fait de rester confiné comme ça. L'inactivité, alors, il y a plusieurs choses, je dirais, ce qu'on a pu constater en cabinet, ça va être aussi le changement avec le télétravail, le changement de lieu de travail, tout simplement, donc du poste de travail. Donc, on a vu l'importance de l'ergonomie dans les entreprises, d'avoir un poste de travail adapté. Et quand on se retrouve en télétravail chez soi, on n'est pas forcément installé au bon endroit, on n'a pas forcément un écran qui soit à la bonne hauteur, une souris, enfin bref, on a un poste de travail qui va être changé. Donc, on change nos habitudes, on bouge moins, en effet. Et derrière, on peut avoir des pathologies qui sont liées à ce changement. Derrière l'inactivité, donc le simple fait d'aller sur son lieu de travail, de se déplacer un minimum, de pouvoir aller faire du sport dans des salles de sport, parce que j'ai des amis qui sont propriétaires ou qui en tout cas qui allaient faire leur sport en salle de sport. Dernièrement, avec leur fermeture, c'est vrai que ça pose d'autres problèmes d'inactivité répétée. Et en effet, on peut trouver derrière des soucis au niveau physique, cardio-respiratoire, au niveau de la perte aussi musculaire, ou de problèmes PMS qui peuvent être associés. Alors, pour revenir avec vous, Claire Bourlan, justement, les associations, on parle justement associations alimentaires, est-ce qu'elles ont, je ne sais pas moi, une certaine importance? L'importance? Oui, elles ont une grande importance. En fait, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas vraiment. Et puis, dans notre mode de vie, on ne le voit pas non plus quand on va au restaurant. La diététique officielle aussi n'en parle pas. Donc,
les mauvaises associations alimentaires vont être préjudiciables à l'organisme. Alors, je vais prendre par exemple une association alimentaire qui est hyper fréquente, c'est les amidons avec de la protéine. Donc, par exemple, steak, frites, poisson, riz, pâtes avec de la viande hachée, de la sauce tomate. Alors là, en plus, il y a encore d'autres associations. Oui. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, c'est purement biologique. J'ai plusieurs sucs en fait digestifs dans le processus de la digestion, et ils vont répondre à un milieu, justement. Alors on va revenir sur le milieu acide-base. Les amidons se digèrent en bouche avec l'amylase salivaire. C'est un milieu plutôt alcalin. La salive, elle est à un pH environ de 7,1. Si je mange en même temps des protéines, je vais faire mon estomac sécréter de l'acide chlorhydrique pour digérer ces protéines. Mais cet acide chlorhydrique va en fait entraver le travail de l'amylase salivaire qui était en cours pour découper mes molécules d'amidon. Donc les amylases, c'est comme des petits ciseaux, en fait, des enzymes digestives qui servent à réduire les aliments en molécules plus fines. Donc si j'ai des amidons et en même temps des protéines, donc le travail du découpage des amidons va être interrompu par l'acide chlorhydrique, et c'est ce qui fait qu'au final, ni mes protéines, ni mes amidons ne vont être correctement digérés. Et pire, c'est que je vais devoir faire appel à d'autres organes pour prendre ce relais. Donc je vais notamment faire appel au pancréas pour pouvoir récupérer des amylases pour digérer ce qui n'a pas été fait en amont. Voilà. Donc ça, c'est un exemple assez connu. Même chose si je mélange, par exemple, des acides et des amidons. Au niveau, par exemple, d'un petit déjeuner où je mangerais des fruits et des céréales. Je vais fruits acides, par exemple une orange, avec des flocons d'avoine, par exemple. Je vais me retrouver exactement avec le même dysfonctionnement. Et tout ça, évidemment, ça fatigue mon corps. Voilà. Ça use mes organes. Alors, Frédéric Téjour, toi, Fredo, quand tu entends cette association en ce qui concerne l'alimentation, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Qu'est-ce que ça répond pour toi, Fredo? Frédéric Téjour. Ça demande déjà une certaine rigueur, puisque il faut quand même, quand on est sportif de haut niveau, pour éviter les blessures et être toujours en meilleure forme, il faut s'alimenter correctement et suivre on va dire, un régime correct de sportif. Et ça nous permettra justement d'être au top niveau dans les grands rendez-vous. Oui. Alors, sachant que nous sommes dans une période de confinement, je sais que toi, tu te prépares d'une manière assez particulière, que l'on va voir quelques images d'ailleurs, en ce qui concerne ta préparation. Est-ce que c'est une volonté pour toi de te préparer comme ça? On va voir par exemple avec le vélo, entre autres. Ce que j'ai envie de savoir, pourquoi tu as pris cet exemple type pour pouvoir garder la forme? À vrai dire, c'est parce que je n'ai pas forcément le choix aussi. Parce qu'en fait, je souffre de tendinite rotulienne. Ouais. Et donc, du coup, la course à pied sur le bitume, c'est un peu compliqué. Donc, comme j'ai la possibilité de faire du vélo, du VTT, donc avec un groupe d'amis, on sort pratiquement tous les soirs et on fait des circuits pour pouvoir me permettre de maintenir mon fréquence cardiaque. Voilà, je demanderai à Kevin justement de nous passer ces quelques images que l'on va voir pendant que toi tu parles un petit peu de ton vécu et surtout ta manière de se préparer. On va voir ça. Donc du coup, comme j'ai dit, je fais donc du vélo. Je fais beaucoup de renforcement musculaire. Après, c'est vrai que mon poste de gardien de but, c'est un peu compliqué de le travailler.
25 km, soit tous les jours, soit une fois sur deux dans la semaine. Donc, si je vais le lundi, je retourne le mercredi et ensuite le vendredi. Donc, voilà quoi. Donc, 24 km, je trouve que c'est quand même correct. Et en dehors du vélo, tu fais quoi? Là, c'est pas moi. Hein. Là, c'est moi, oui. Non, là, ça c'est Auterville, c'est Rona qu'on nous voit. Maintenant, ce que je veux dire, là, justement, en dehors du vélo, toi, tu fais quoi? Alors, en dehors du vélo, tu parles en termes de préparation, de renforcement musculaire? Je fais beaucoup d'abdos, beaucoup de pompes, puisque bon, je profite pour travailler un peu le haut du corps. Et bon, comme j'ai dit, avec mes tendinites, c'est un peu compliqué de travailler tout ce qui est flexion. Donc, je ne cherche pas non plus à lever l'inflammation qui est déjà quand même assez prononcée chez moi. Donc, je travaille énormément le haut du corps et le vélo, de toute façon, c'est un sport qui est assez complet. Donc, pour tout ce qui est cuisses, mollets, voilà, bas du corps, ben, le vélo est suffisamment complémentaire pour ça. Et le fait de faire du tapis avec ton fils, justement, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est mon fidèle compagnon, donc je lui apprends quelque part déjà, puisque lui, son souhait, c'est d'être bien entendu footballeur. Donc, on partage vraiment la même passion. Donc, je lui apprends déjà la rigueur du sport, en fait. Et bon, on partage vraiment un moment tous les deux. Et puis moi, j'en profite pour travailler. Et lui m'encourage. Donc, quand je vois qu'il s'intéresse, donc j'ai pas d'autre choix que de me démener pour y arriver. Oui. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Et puis, c'est une vraie passion pour toi. C'est quoi? Bien sûr. Après, le foot, on sait très bien que moi, de toute façon, je pratique le foot depuis que j'ai 3 ans. Donc, j'ai du mal à m'en passer. Quand je suis blessé, j'ai non seulement la blessure physique, mais j'ai aussi la blessure psychologique, puisque ne pas pouvoir pratiquer mon sport, c'est complètement impensable. Et maintenant que je vois que je suis plus proche de la fin que du début, donc j'ai envie de savourer chaque moment et de me donner à fond. Donc, oui, le football, c'est une passion sur laquelle je ne peux pas vraiment faire l'impasse. Et c'est vrai que cette période de confinement nous amène à réfléchir et à nous rendre compte à quel point on aime le sport qu'on pratique. Ben oui, et je pense qu'il en est de même pour toi aussi, Ronan. Ronan Terry, toi, tu es défenseur du Phare de Petit Canal et tu fais partie, tout comme Frédéric Téjou, de la sélection. Toi, ta préparation, ça se passe comment pour toi, à titre individuel, dans cette période difficile? Déjà, moi, dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est que en tant que compétiteur, il va y avoir un gros investissement personnel. Déjà, chaque joueur va devoir se prendre en charge personnellement, puisque bon, c'est pas une période évidente. Moi, en ce qui me concerne par rapport à ma préparation, donc effectivement, donc là, on va dire que d'un point de vue de forme, donc ça va, j'ai pas de blessure, donc je peux me permettre de continuer à m'entraîner, donc j'ai pas vraiment arrêté depuis la coupure. Donc moi, entre autres, c'est le footing, hein, donc je vais courir. Et puis ensuite, une bonne séance d'étirement et du renforcement musculaire, un peu comme l'a dit Frédéric Téjou tout à l'heure. Donc ça va passer par le haut du corps, des abdos, des pompes, du gainage. Donc voilà, un peu de tout ça, un peu le travail qu'on fait en début de saison en fait, hein, finalement. On va voir les images d'ailleurs. Cette période de confinement, c'est un peu comme une préparation de début de saison et de se dire qu'à tout moment, le championnat peut repartir. Oui. Donc, en tant que compétiteur, on se doit de rester quand même à un niveau physique acceptable qui va nous permettre quand même de pouvoir terminer le championnat dans de bonnes conditions, puisque quand même, il reste quand même certains enjeux pour nous. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de garder vraiment une forme physique qui va nous permettre d'être compétitif si effectivement on a la possibilité de terminer le championnat. Oui, mais selon toi, tu penses que ça va reprendre ou pas? Tu as quand même des échos? Écoutez, là, pour le moment, je ne sais pas du tout. Mais bon, ce qu'il faut, c'est de se tenir prêt et de se dire que, si le championnat doit reprendre, qu'on puisse être en condition physique, ou en tout cas qu'on puisse avoir une condition physique acceptable de façon à pouvoir finir le championnat.
Oui, d'accord, mais ça te fait énormément de sacrifices, hein, quand même. Bah oui, c'est clair, hein, c'est de l'investissement personnel, donc c'est des entraînements. Donc on a la chance quand même d'avoir eu un planning d'entraînement qui a été établi aussi par le staff technique du phare de Petit Canal. Oui. Donc on essaye de suivre ça au mieux de façon à ce que tout un chacun on puisse avoir quand même un niveau physique correct. Et oui, c'est clair que c'est un sacrifice, hein, c'est des entraînements. De toute façon, depuis le mois de juillet, dès qu'on signe une licence, c'est un sacrifice il faut qu'on se rende disponible pour les entraînements. Oui, sacrifice aussi également. Merci en tout cas, Ronan. Sacrifice également pour toi, Dimitri Bolivar. Pareil. Oui, c'est pareil que mes deux compères de sélection. C'est un sacrifice, ça demande pas mal de temps le football, ça demande pas mal d'implication. Et que moi, c'est un peu différent d'eux parce que juste avant le confinement, je me suis blessé. Donc, c'est vrai que cette période de confinement, elle me fait aussi un peu de bien. Comme il n'y a pas de championnat, j'ai le temps de reprendre. J'ai pu reprendre la course. Ça fait 2 ou 3 semaines. J'ai pu reprendre la course, j'ai pu reprendre les exercices physiques et j'espère pouvoir revenir à un bon niveau, un niveau correct. Et en sachant qu'on a une échéance très importante avec la sélection. Et je pense qu'on a à cœur, comme tout Guadeloupéen, de jouer, de pouvoir participer à la Gold Cup. Et on veut représenter au mieux notre pays. Alors, ta séance d'entraînement est basée sur quoi précisément? Qu'est-ce que tu fais en termes d'entraînement? Ben là, j'ai repris la course, le footing. J'ai repris le footing dans mon quartier même. Donc, je fais plusieurs tours de mon quartier. Puis après, je retourne près de chez moi où j'ai la chance d'avoir un terrain de basket non loin. On va voir sûrement quelques images tout à l'heure. Du coup, je profite pour faire des pompes, des abdos, du gainage, tout ça. Et j'en profite aussi pour faire du lutte léger, un test physique. Oui. Et alors, c'est la même question, hein, avec espoir que ça va repartir dans très peu de temps. Oui, avec espoir que ça va repartir. Si la situation sanitaire le permet. On garde l'espoir que ça puisse repartir dans pas longtemps. On a des Écossais qui paraît veulent faire leur championnat repartir d'ici fin mai. On verra bien comment ça évolue, en sachant qu'il y a des compétitions internationales à la fin de l'année. L'Euro commence en juin. La Gold Cup, normalement, doit commencer en juillet. On ne sait pas si on aura le temps de finir le championnat. On verra comment la Ligue va s'organiser pour pouvoir aller au bout du championnat ou trouver la solution la plus équitable pour pouvoir boucler ce championnat. Oui. Steve, une situation un petit peu compliquée, n'empêche pour très compliqué, très compliqué et difficile, surtout mentalement pour les joueurs, parce qu'en fait, déjà avec ces coupures à répétition, là, cette coupure qui tombe pratiquement en fin de saison, donc en général, c'est où on déroule un petit peu et on lâche prise, donc d'aller se remettre dans une préparation physique pour se maintenir ou quelque chose, c'est quand même pas évident, parce que le plus souvent, on tient sur la deuxième partie de la saison avec les entraînements à répétition, mais qui sont quand même allégés par rapport à la répétition des matchs. Donc, c'est difficile de se repartir encore sur une saison qui n'en finit plus parce qu'elle est sur la continuité de celle de l'année passée. Donc, c'est vraiment difficile et ça a désorganisé tout le monde, même au niveau du coaching. Et ça, musculairement aussi, c'est pour ça qu'on pourra aussi avoir des difficultés à la fin de saison si à la reprise par rapport aux blessures. Et donc, pour les joueurs de la sélection, ça va être compliqué aussi d'enchaîner et de continuer sans cette trêve, parce que déjà au niveau professionnel, c'est difficile, mais alors au niveau amateur, c'est encore plus compliqué, de faire là, parce que là, on a fait 2 saisons pratiquement de rang, et là, recontinuer de suite, il va falloir sûrement enchaîner aussi pour rattraper le retard. Donc, c'est vrai que ça va être dur à gérer, Alors, pour revenir justement avec vous, Claire Boulan, c'est bon, on parle de l'alimentation, justement, du sportif. Alors, après l'effort, quel type, justement, d'aliments qu'il faudrait privilégier, selon vous? Il faudrait privilégier, en fait, des minéraux, donc des légumes, et même en quantité
suffisamment importante, légumes crus, légumes cuits. Alors pourquoi en fait les minéraux? Parce qu'en fait, si je me constitue une bonne réserve minérale, je vais avoir une bonne densité osseuse. Je vais pouvoir tamponner en fait les acides qui ont été générés par l'effort sportif et le stress, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et puis, je vais aussi apporter une bonne hydratation. Parce que en fait, ces minéraux contiennent beaucoup d'eau, mais de l'eau organique, de l'eau chargée de principes actifs, de vie en fait. Donc c'est vraiment ce qui me paraît le plus bénéfique. Et puis de la protéine. Pourquoi? Parce que j'ai eu des micro-blessures en fait, et que les tissus ont été lésés plus ou moins, et la protéine va permettre la reconstruction en fait. De ces tissus, donc plutôt après l'effort en fait. Donc si j'ai plusieurs entraînements dans la journée, eh bien je vais répartir ma charge protéique sur ces différents entraînements. Eh bien justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut éviter justement en termes d'aliments, et ça après l'effort? Ce qu'il faudrait éviter, c'est des choses qui vont m'acidifier, quoi. Donc on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire les aliments qui vont être... alors, bon, c'est vrai, les produits animaux, alors bon, c'est un grand débat, hein, mais pour faire court, ce ne sont pas des aliments qui nous sont spécifiques. On va dire, on n'est pas équipé vraiment pour ça. On n'a pas des griffes pour déchiqueter, des dents acérées pour... Voilà. Donc, si on en consomme, il faudrait en consommer de façon plutôt raisonnée. Et d'ailleurs, hein, dans le milieu sportif, on voit quand même une tendance depuis plusieurs années des sportifs à se tourner vers une alimentation plutôt de type végétal, avec des grands sportifs quand même, hein, des grands footballeurs comme Lionel Messi, comme... alors, je vais citer une femme quand même, Alex Morgan, je ne sais plus, j'ai plus tous les noms, Chris Smalling, Germain Defoe, enfin bon, voilà. Oui. On a des exemples, mais en plus, il n'y a pas que des footballeurs. Hein. Les grands noms du sport professionnel. Ben oui, mais il n'y a pas que des footballeurs qui se tournent vers ce type d'alimentation. Alors maintenant, ce n'est pas une obligation. Maintenant, il ne faut pas se dire, je pense aux gens qui sont en train de nous écouter, oh là là, j'ai tout faux, je suis complètement à côté. Non, d'abord, si on change d'alimentation, il faut le faire sans brusquerie et en souplesse. Maintenant, si vraiment on aime les produits animaux, plutôt se tourner... Alors, je disais éliminer la viande rouge, plutôt le porc, plutôt se tourner vers, par exemple, du poulet. Mais c'est pareil, pas n'importe quel poulet, pas du poulet de batterie, plutôt du poulet qui a été élevé sur un sol normal avec de l'herbe, une nourriture normale, du soleil au-dessus de la tête. Voilà. Après, des poissons gras, donc j'en parlais tout à l'heure. Après, on a des œufs. Oui. On peut consommer certains produits laitiers. Alors attention, parce que bon, les produits laitiers, on sait que c'est très acidifiant, mais certains produits laitiers sont acceptables. On appelle ça des aliments de compromis, comme le fromage blanc, par exemple, frais, comme le caillé frais. On a aussi les lentilles, toute la famille des légumineuses. Les noix, très très bons les noix, parce que ce sont d'excellents acides gras, de bonnes protéines. Les avocats, le pourpier, les bonnes huiles aussi, pour venir sur justement ces légumes et éventuellement ce poisson. Alors justement, quand vous parlez des bonnes huiles, vous faites allusion à quoi? Alors, les huiles, c'est quelque chose qui est très intéressant si c'est naturel, si c'est extrait à froid, si c'est biologique. Alors, bon, je ne le dis pas à chaque fois biologique, hein, mais évidemment que si on se tourne vers ce type de nourriture, on aura quelque chose de meilleur, c'est évident. Donc, des huiles qui ne sont pas chauffées, dénaturées. Donc, plutôt prendre des huiles dans un magasin biologique plutôt que dans une grande surface ou une supérette. Alors, des produits de qualité. Voilà, alors on parle, et là ça va être évidemment ma dernière question, une de mes dernières questions, on parle souvent d'ailleurs de la performance chez le sportif. Et on sait qu'il y a des sportifs qui ont recours, par exemple, à des compléments alimentaires
ou alors des poudres, pas mal de poudres protéinées, par exemple. Les poudres de perlimpinpin. Ben oui. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, sans oublier d'ailleurs les boissons énergétiques, ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour le sportif? Alors, en fait, dans tous ces aliments-là, il faut savoir que c'est quand même une manne, hein, c'est un business. Hein, je crois que je surprends personne en disant ça. Quand je pense aux boissons énergétiques, ça me fait sourire parce que je trouve que les couleurs sont vraiment douteuses, les composants aussi. Ce sont pas des aliments qui sont physiologiques. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le corps reçoit des aliments qui ne lui correspondent pas, qui ne sont pas faits pour lui? Eh bien, c'est simple, il considère que ce sont des déchets. Donc, il ne va pas pouvoir les assimiler. Ça va être extrêmement compliqué de s'en débarrasser. Ça va générer des déchets, donc des petites poubelles un petit peu partout dans le corps. Ça va fatiguer les organes excréteurs. Donc, c'est pas un bon calcul, on va dire. Bon, maintenant, si on prend les barres céréalières ou les barres, ce type de barres avec des fruits secs, etc., qu'on propose éventuellement même pendant l'effort, pendant l'entracte de l'effort, eh bien en fait ça va plutôt me fatiguer parce que les céréales c'est quelque chose qui est très difficile à digérer et en plus ça va me prendre mon eau parce qu'il faut beaucoup d'eau pour hydrolyser les amidons. Donc là encore, où on me promet en fait de récupérer de l'énergie, je vais en dépenser et en gaspiller. Parfait. Eh bien, c'est très intéressant tout ce que vous nous expliquez. Mais pour rester véritablement dans le sport, puisque là, nous allons voir un petit peu la prestation d'un des joueurs talentueux d'ailleurs de notre championnat. Eh bien, c'est Michael Mirval, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat. Je vous propose ce reportage de nos amis de Télé CSM et voire même de la Solidarité Scolaire TV. Le temps que l'on voit un petit peu cette séquence à l'antenne. Michael Mirval, qui actuellement, si je crois bien, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Ouais, derrière Prunier, exactement. Voilà, derrière Prunier. Et puis, il faut dire que il a évolué avec Dimitri Bolivar à l'époque, justement, avec l'USBM. Dimitri. Exact. Oui. Alors, je ne sais pas si on a la séquence. Si je regarde, est-ce que nous avons la séquence? Je pose la question à notre réalisateur. Bon, ce soir, on n'a pas les meilleurs buteurs. Hein. Bon, vu leur poste, ça sera compliqué. Mais on a quand même des joueurs qui marquent, qui comptent dans leur équipe. Mis à part Frédéric, lui, il fait plutôt... à part Frédéric qui me compte justement ceux qui prend. Mais les autres, voilà. Donc, c'est vrai que on a quand même des gens influents dans leur équipe, que ce soit Bolivar qui est là. Donc, et voilà. Après, on connaît son jeu de tête aussi du côté du phare du Petit Canal et ancienne du Sirocco. Donc, c'est quand même des joueurs qui sont... Et Germain, Michael. Ouais. Et par contre, au niveau des buteurs, on a parlé de Prunier, mais c'est surtout l'attaquant de l'AS Gosier qui est devant en tête. Ricardo, comment ça s'appelle? Voilà. Ricardo Philibert. Voilà, Philibert, exactement. Donc, il ne faut pas mélanger. Ricardo Philibert est largement devant, hein, on va dire. Tout à fait. Alors, pour revenir justement avec vous, Frédéric Bourillon, puisque nous sommes quasiment au terme de cette émission, s'il faut donner des conseils précieux et précis aux téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'aimerais préciser de nouveau l'importance de l'hydratation dans le quotidien. Préciser la quantité d'eau, mais aussi la façon de la boire. Donc, c'est boire des petites quantités régulièrement toute la journée. Préciser aussi que le sommeil pour tous les sportifs est hyper important.
On a cette année, comme l'année dernière, des problèmes, alors pas que dans le foot, hein, bien entendu, dans tous les sports, avec des annulations de compétition, donc avec l'obligation de revoir les plannings d'entraînement et de préparation physique. On a le problème de la motivation avec des échéances qui disparaissent parfois en milieu de saison. L'importance pour moi de la préparation physique de début de saison, comme les sportifs ont pu le dire ce soir, la préparation qui s'éternise un petit peu, donc il faut vraiment, avec son coach ou avec son préparateur, vraiment faire un plan très précis. C'est pour moi la chose la plus importante pour éviter la blessure, c'est d'avoir une bonne préparation. Donc, voilà. Merci infiniment, Frédéric Bouillon. Alors, Claire Boulan, vous, le conseil que vous pouvez donner justement aux téléspectateurs par rapport à l'alimentation? Oui, sur le plan nutritionnel. Eh bien, on pourrait dire déjà, quand on s'alimente, manger plutôt lentement, bien mastiquer. Bon, c'est des choses qui paraissent anodines, mais pas du tout. En fait, ça a vraiment un grand sens dans le processus digestif. Éviter de s'alimenter devant un écran, que ce soit la télé, Oui. l'ordi ou le portable, parce qu'en en fait, on ne mange pas en conscience, et puis on rate en fait le moment de la sensation de satiété. Donc on a tendance à emmagasiner et à avaler un petit peu comme un toutou. On peut d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on s'alimente dans un contexte de match, il y a forcément du stress évidemment, on peut pratiquer une méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est assez connue, qui consiste donc à respirer, inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes pendant 5 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut même télécharger sur son portable, en fait, donc à pratiquer avant le repas. Mais on peut aussi utiliser cette méthode qui est une méthode très efficace pour équilibrer le système nerveux, dont dépend le système digestif d'ailleurs. Et on peut l'utiliser en ces périodes morose. Donc c'est quelque chose qu'on peut pratiquer le matin avant de se lever. Vous m'entendez toujours? Oui, toujours. Ouais, Oui. je vois qu'il m'indique un message de connexion. Donc je disais le matin avant de se lever pour conditionner la journée. Vraiment, c'est très très efficace. C'est vraiment une méthode qui porte ses fruits. Voilà, donc ça. Et puis très rapidement, hein, Claire Boulan, très rapidement. Bon, du coup, j'ai perdu le fil, donc je vais m'arrêter là. D'accord. Merci en tout cas. Merci d'abord, merci à vous. Merci à Frédéric Bourdillon, Thierry Antonin que l'on attendait mais il n'est pas là. Dimitri Bolivar, merci aussi. Frédéric Téjou, Ronan Terville et Steve Masson. Merci, chers amis téléspectateurs. Nous allons nous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle thématique sur le sport, évidemment. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canadis. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Ça fait plaisir. Et 14 aussi.